Bonjour et bienvenue dans cette toute première émission du Coin Ciné. Nous sommes les Cinéphiles PT et je suis accompagné de Emma pour la présentation et nous avvons comme invité donc Léo Souyès et Alexandre. Tu peux me rappeler dans le Chaque famille chaîne. Chakchem, voilà. Donc est-ce que tu pourrais te présenter Léo s'il te plaît. Ah, je me présente moi, d'accord. Ouais. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine en études cinématographiques. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alexandre. Moi, je suis manager box office au Cinéma Club à Metz. Très C'est écrit en plus. Voilà, c'est Ouais, ça. voilà, c'est Ouais. parfait, c'est très bien Exactement. fait, super. Et du coup, vas-y, présente-toi. Donc moi je m'appelle Emma Panotte, je suis vice-présidente de l'association des cinéphiles PT et à ma droite il y a Antonin qui Voilà. est donc président de l'association des cinéphiles PT et aujourd'hui on va vous présenter donc la première du coin ciné. Voilà, donc c'est parti. Donc nous allons commencer tout de suite par des actualités. Des actualités, des films qui vont sortir la semaine du 3 mai. Donc juste avant que vous regardiez l'émission, parce que normalement ce sera le 4 que vous regardez ça. Donc normalement ce sera cette semaine, donc les actualités de cette semaine au cinéma. Voilà, exactement. J'étais stressée. Un petit peu, mais ça va, tout va bien. Donc nous allons rapidement présenter le nom de quelques films qui vont sortir. Nous avons regardé de notre côté toutes les bonnes annonces, mais ce n'est pas ceux qu'on va présenter en particulier. Donc il y a Start at Noon, qui est un film dramatique qui dure 2h15, qui a été réalisé par Claire Denis. La Gravité d'1h26, qui est aussi un film dramatique fait par Cédric Ido. Je te laisse Ah, continuer. tu veux que je Emma. continue? Vas-y, un petit peu. Donc il y a le Panthéon de la joie aussi, qui est une comédie musicale réalisée par Jean Audoutan, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation, qui dure 1h37. On a après de nouveau un drame avec Trenke Loken. Alors c'est un film qui dure 4h20, alors je trouvais que c'était super long, mais Je crois qu'il est en deux parties. il est en deux fait, parties, voilà. oui, si je me souviens bien, qui est donc réalisé par Laura Citarella. Tu veux reprendre? Vas-y, très bien. Et du coup, ensuite, nous avons Disco Boy, encore un film dramatique. Il y en a beaucoup cette semaine, j'ai l'impression. C'est bien les Film femmes. dramatique. D'1h31, réalisé par Giacomo Abruzzese. C'est très compliqué à prononcer, mais ça va, tout va bien. Après, nous avons Yamabuki d'1h37, encore un film dramatique de Film asiatique. Yuichiro Yamazaki, voilà, film asiatique. Petit Samedi, qui dure 1h13, c'est un documentaire fait par Paloma Sermonda. Et évidemment, notre film d'action de la semaine est Les Gardiens de la Galaxie 3, Le blockbuster. voilà, le blockbuster de James Gunn. Ça va pas marcher, c'est sûr. Ça va pas Ça va marcher. Oh, bien sûr que non, personne n'ira le voir. Hein. donc voilà, donc maintenant nous allons vous présenter des films un peu plus en particulier qui ont retenu notre attention. Mm. Donc Emma, je te laisse commencer Tu veux que je commence avec le premier, vas-y. C'est lequel le mot? Ok. Alors, je vais vous présenter Showing Up, du coup, qui dure 1h48, qui a été présent au Festival de Cannes 2022, que je regarde là, qui est réalisé par Kelly Richard. Donc, le synopsis, pour vous en parler très rapidement, c'est une jeune femme qui va commencer à préparer son vernissage et qui va alors découvrir le quotidien. On va alors suivre le quotidien d'une artiste avec les réflexions qu'elle va avoir, ses inspirations, notamment sur sa famille, sur sa vie en général, et comment elle va s'inspirer de ça pour faire une exposition artistique. Voilà. Je sais pas si vous avez vu les bandes annonces, du coup. Si vous avez quelque chose à Moi, c'est dire un film sur que ce film. j'attends plutôt. Enfin, j'ai très envie de le voir. En Mhm. fait, c'est la réalisatrice, donc Kelly Richard, c'est une cinéaste américaine. Ouais. Elle a fait avant ça un film qui s'appelle First Cow, et c'est vachement bien. Et donc, du coup, ouais, c'est plutôt une grosse attente et tout. Donc, et on le sortira à Au Club. club. Donc, n'hésitez pas à venir le voir chez nous. Et ouais, moi, ça me dit bien. Oui aussi. Non, en fait, j'ai un peu honte parce que Kelly Richards, je pense, c'est une cinéaste très importante, mais que je ne connais que très peu. J'ai vu qu'un film d'elle, La Dernière Piste, que j'avais aimé. J'ai pas vu First Co, je l'ai raté en salle et je m'en veux beaucoup. Donc celui-ci, je vais essayer d'y aller justement pour me rattraper un peu et j'ai envie de voir tous les autres. Night Move aussi, que j'ai toujours pas vu, qui paraît très très bien. Mais déjà du fait que, à ma connaissance, c'est la première ou l'une des premières, mais je crois que c'est la première femme à avoir réalisé un western. Et ça, c'est quand même pas rien. Déjà, en soi, elle rentre dans l'histoire d'une certaine façon pour ça. C'est La Dernière Piste. Je l'avais regardé justement pour ça, parce que je travaillais un peu sur le western. Et voilà, donc c'était un western vraiment très, très surprenant, dans le bon sens du terme. Donc effectivement, j'ai très envie de voir tout Kelly Richard, mais j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Mais ce sera peut-être justement l'occasion
demi-plongée. Je rejoins Léo, en fait c'est un peu bizarre parce que c'est une cinéaste qui a quand même une carrière, Oui. mais j'ai l'impression que ça fait que 2 films, enfin ça fait Ouais. à peu près 2 films qu'on parle d'elle vraiment en France. Et enfin voilà, je crois elle a quasiment 60 ans quoi, donc du coup, Ouais. Jusqu'à présent, elle était confidentielle. ouais hein, c'est ça. vraiment. Ouais, et là elle commence un peu à émerger et tout. Et je crois, fun fact, je crois qu'ils ont passé First Cow pendant le Subversif l'année dernière ou il y a 2 ans quand il est sorti. Donc il faisait Ah partie ouais. de leur sélection. Ah ouais. Ils ont eu le nez creux. Voilà, c'est ça. Comme souvent. Comme souvent. Très bien. Donc en deuxième film qu'on va présenter, nous avons Pour l'honneur. Donc c'est un film d'1h37 qui est aussi une comédie, donc qui a été réalisé par Philippe Guillat. Je vais vous lire du coup son synopsis. Donc avec des noms de villages un petit peu compliqués, vous allez voir. Donc Mais non. Troquepont sur Tescou et Tourtour-les-Bains, 2 villages du sud de la France, se livrent une impitoyable guerre de clochers, symbolisée par un solide derby entre les 2 clubs de rugby. Alors que Troquepont a incontestablement pris l'ascendant, l'arrivée inattendue de demandeurs d'asile va changer la donne. Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi juré, l'année du derby le plus important de son histoire, celle du centenaire. Donc personnellement, cette bande-annonce, elle m'a beaucoup envié, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films français justement, qui mêlent un peu l'humour et le sérieux, tout ça. Et donc ça me fait beaucoup penser du coup aux films typiques français, par exemple les Ch'tis, les Tuches et ce genre de choses, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humour. Déjà dans la bande-annonce, on comprend qu'il y a de l'humour, et donc ça me donne beaucoup envie de le regarder. Moi, j'avoue que j'en avais pas entendu parler avant qu'on prépare l'émission. Je sais pas du tout ce que ça rend. Ça se trouve, c'est très drôle, mais j'avoue que Elle a l'air emballée. je suis pas Moi, hyper je suis emballé. pas très emballé non plus. Le scénar, j'ai l'impression que c'est un peu le truc revisité. Enfin, genre des demandeurs d'asile qui débarquent dans un Oh là bled là. paumé en France. Ouais, c'est bon, quoi. Genre, enfin, c'est pas le truc qui me fait Un vibrer. peu avoir mais, peur d'être dans les clichés tout de suite. ouais, c'est déjà ça. Ils sont français, J'ai bien peur que bourrins. pendant le film, il y ait genre un festival de red flag et tout, et ça Oui, soit voilà, genre, ouais, c'est non, ça. c'est chaud. Et ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, c'est très drôle et Mm. c'est bien écrit, c'est fin et tout. Mais À voir, j'avoue à voir. que voilà, j'y vais. C'est pas ma priorité, quoi. C'est Ouais. pas ma priorité. Ouais, j'ai peur aussi que ça pêche au scénario et que c'est vraiment le gros film français avec ses gros sabots qui arrivent en mode bonjour l'humour, on vous tend la perche, rigolez, etc. Ça me fait un peu peur aussi, j'avoue. Oui, bon, moi j'irai pas le voir non plus. Peut-être que je le regarderai à la télé. Par contre, je suis vieux jeu là-dessus. Quand il passera sur Canal, peut-être par curiosité, parce qu'il y a 2 choses qui pourraient m'intéresser dans le film, mais je pense que le film sera pas forcément très intéressant à l'arrivée. C'est quand même qu'on entend quelques accents du sud, et ça fait plaisir, parce que malgré tout, le cinéma français est très 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 parisiano-centré, Mm. et comme on sait à Paris, officiellement, il n'y aurait pas d'accent, ce qui est faux, bien sûr. Et quand on entend l'accent du Sud, parfois c'est même des acteurs qui ne l'ont pas qui l'imitent. Enfin, bon, bref. Donc c'est pas forcément toujours très, je trouve, très valorisé dans le bon sens du terme. Or là, ça me semble pas caricatural de ce point de vue-là. Après, il y a la question aussi du rugby qui est assez peu montré au cinéma. Donc je me dis, voilà, ça peut être intéressant. Surtout que c'était le réalisateur du Fils à Joe, qui était un film qui parlait de ça, bon, que je n'ai pas vu non plus et qui m'emballait pas plus que ça. Surtout pareil avec la bande-annonce. Mais après, je sais que le film Le Fils à Joe a beaucoup plu et a quand même pas mal marché en France. Donc, je me dis, voilà, peut-être peut-être ça vaudrait le coup de jeter un œil. Au moins pour l'originalité, pas de son scénario, certainement pas, je suis d'accord. Mais voilà, peut-être de voir à l'écran des choses que finalement on voit assez peu en définitive. Et rien que pour ça, peut-être, ça vaut peut-être pas le coup d'aller le voir en salle, je dirais, mais au moins de se faire sa Attendre propre idée à un qu'il autre arrive moment. sur les voilà. plateformes et le regarder Voilà. tranquille chez soi en famille, ce serait pas Voilà. mal. On va passer au prochain, du coup, c'est à moi. Alors c'est Nos cérémonies, de Simon Ries, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui est donc un drame d'1h44 où on va donc suivre l'histoire de, si je ne me trompe pas, de Tony et Noé, 2 frères. Dans la bande-annonce, j'ai bien aimé ce côté un peu mystérieux où on les voit jouer tous les 2 près de la falaise et on voit qu'il se passe quelque chose, un accident, et ensuite on passe direct à une ellipse, direct où ils sont adolescents. Et on sait qu'il y a un côté très fantastique là-dedans, où qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'un des frères est mort? Parce que on comprend qu'il y a un mystère autour des 2 là, qui va tourner autour de la vie, de la mort. Et on va aussi avoir un trio amoureux, si je ne me trompe pas, avec la fille sur l'image qui s'appelle Cassandre, si je ne me trompe pas. Et moi je sais que ce côté un peu film adolescent, fantastique, m'a beaucoup plu, même les visuels d'été en vacances, moi je sais que ça me donne très envie de voir ce film.
Déjà, français et fantastique, on prend. Oui. On prend, c'est soutient. encore trop rare et ça fait plaisir à voir. J'avoue que moi j'ai des habitués qui en l'ont déjà vu parce qu'il était présenté pendant la quinzaine en fait l'année dernière et les retours étaient pas ouf. Ok. Donc j'ai un peu peur, mais après pourquoi pas, faut voir et puis toute proposition est bonne à prendre, ça reste un avis parmi d'autres. Donc moi j'avoue qu'il titille ma curiosité aussi ce film-là, donc ça a l'air plutôt chouette. Il m'a donné beaucoup aussi envie de le regarder parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, Ouais, la suite, tout ça. le donc, mystère instauré par la bande-annonce, moi, ça m'a rendu folle. J'avais vraiment envie de savoir pourquoi il est vivant alors qu'on veut vraiment sauter de la falaise. J'étais Déjà hyper l'un des intriguée. frères, il est déjà intriguant juste sur l'affiche Ouais, en fait, crâne rasé et tout, Vraiment, un peu bien. des traits androgynes et tout. Je me dis qui les- est cette personne? L'affiche, elle me fout des frissons et en même temps, j'aime tellement. C'est vraiment le truc de protection et en même temps, il y a un peu de malaise dans cette bande-annonce, dans cette affiche. Moi, ça me titille énormément. Moi, comme Alexandre, je pense qu'il faut soutenir ce genre de film Mm. français. Après, j'ai peur qu'il se plante. Bon, moi, je suis toujours un peu partagé parce que je suis pour effectivement soutenir le cinéma français fantastique. Après, ce qui peut vite m'agacer, c'est un cinéma de genre qui ne s'assume pas. Et je ne dis pas qu'il faut forcément qu'ils suivent des codes préétablis, mais j'aime pas trop. Je ne dis pas que c'est le cas de celui-là, mais je me pose la question s'il va faire partie de cette catégorie de films qui au lieu d'essayer d'assumer pleinement une démarche dite auteuriste et une démarche de genre, en fait, arrive pas vraiment à trouver sa place entre les deux et fait une sorte de film arty où le genre n'est qu'un prétexte, en fait. Et l'épouvante ou le fantastique. Moi, j'aimerais bien que ce soit un vrai film d'épouvante et fantastique et pas un prétexte pour raconter finalement, pour être très honnête, des thématiques qu'on voit tout le temps en fait au cinéma, beaucoup trop, voilà, un trio amoureux, Oui. je veux dire voilà, moi un trio amoureux c'est génial si c'est filmé avec énormément de talent, voilà, donc et ça mine de rien il n'y en a pas beaucoup, en même temps c'est normal, hein, c'est pas à la portée de tous et de toutes, mais voilà, donc j'ai envie de le défendre à fond parce que c'est un film français fantastique et voilà, mais si on enlève le côté la dimension fantastique, finalement le scénario, a Oui, priori sur le c'est- papier, c'est très plat. Donc qu'est-ce qui apporte en plus? C'est la dimension fantastique. Donc j'espère que le réal va l'assumer à fond. En fait, c'est vraiment en plus une tendance du cinéma français qui est une bonne chose, hein, mais où il y a à boire et à manger, on va dire. D'un côté, ça me fait penser au film comme Teddy, le film de Oui. Loup-garou, par exemple, que j'ai trouvé plutôt réussi. C'est très bien. Ouais, ouais. Voilà. C'est moi, super j'ai beaucoup chouette. aimé Ouais. aussi. Voilà, et là qui assume, voilà, Ouais, ce côté ou épouvante, Titane aussi, mais Titane pour le coup qui assume vraiment sa dimension de cinéma de genre. Et d'autres au contraire, tu citais tout à l'heure Claire Denis qui est à l'affiche d'un autre film. Claire Denis par exemple, moi je me pose un vrai problème parce que je trouve qu'elle a du talent, mais ce qui m'agace profondément c'est qu'elle elle refuse complètement l'étiquette de genre, hein. C'est vraiment cette idée, je suis une autrice, une cinéaste, comme si c'était forcément opposé, quoi. Et ça c'est un peu fatigant, et pourtant elle fait des films de genre, elle fait des films de science-fiction. Claire Denis c'est une des rares réalisatrices française, déjà deux choses rares, une française ou un français qui fait de la science-fiction, et en plus une femme qui fait de la science-fiction, c'est rarissime, un peu moins que le western, mais très rare, et particulièrement en France, et au lieu de défendre l'idée voilà, de cinéma de genre, de science-fiction, elle se part derrière un truc de cinéma d'auteur, comme si les deux n'étaient pas cumulables en fait, et pourquoi il faudrait choisir entre les deux. Donc il y en a il y a une nouvelle génération comme ça, qui assume et qui ne choisit pas, comme Julia Ducournau par exemple. Là, pour nos cérémonies, je me demande, donc j'attends de voir. Mais bon, qui aime bien châtie bien. Je suis un petit peu, voilà, un peu dur en amont, mais je suis très heureux que le film existe et j'espère qu'il est bien. Voilà, j'ai envie qu'il le soit. Mais je peux être encore plus dur parce que comme je suis très attaché au cinéma d'épouvante et au cinéma fantastique, qui est un genre que j'aime beaucoup, mais forcément, je suis exigeant. Voilà. Il y a de l'espoir. Et encore plus avec Ouais, les Français. J'ai envie que les Français, voilà, et les Françaises, ce réalisateur, réalisatrice, donner la porte ouverte à... oui, voilà, qui s'y mettent et qui l'assument, quoi, qui tournent pas autour du pot, voilà, ça c'est chiant, quoi. Voilà. Tu l'auras au club, si je ne me trompe pas. Oui, on aura nos cérémonies. Alors au début, c'était pas, je crois qu'on n'était pas trop sûr de le prendre, mais, Ah oui, mais ouais. en fait, au mois de mai, c'est Ah oui. très peu de sorties. Donc, ouais. voilà. Donc non, ce film, on l'aura, on sortira en début mai, ouais. Ok. Très bien. Merci pour vos avis. Donc le film suivant s'appelle La Marginale. C'est aussi une comédie qui a été faite par Franck Simière. Donc voici le synopsis. Atteint d'un handicap mental, il vit chez sa tati qui le surprotège. Un jour, Michel fait une découverte des plus inattendues.
qui l'amène à convaincre Théo de la conduire dans sa voiture sans permis jusqu'à Lisbonne pour retrouver son fils. Donc pareil, moi ce film, il m'a beaucoup donné envie de le voir parce que comme pour l'honneur, je trouve il va mêler l'humour et le sérieux aussi à la fois. Donc bon, après ça peut être cliché exactement comme pour l'honneur, comme vous avez dit. Euh, mais voilà, donc les personnages principaux, je trouve qu'ils sont confrontés à plein de problèmes. Enfin, c'est ce qu'on voit durant la bande-annonce, ils vont être confrontés à plein de problèmes. Et donc c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, donc il y a de l'humour tout du long. Et ça m'a fait penser au film Le Doudou, avec Ken Merad et Malik Bentala. Donc ils perdent un doudou et il leur arrive plein de problèmes pour le récupérer, tout ça. Et c'est quelque chose que je trouve très très drôle. Bon, après, je sais que j'ai des goûts un peu spéciaux en termes À mon avis, il sera un peu plus politique et engagé Ouais, que je le pense doudou, que c'est- à mon avis, parce que vu qu'il y a Colin Il y a- Mazzero dedans, Voilà, clairement, je pense qu'il y aura une dimension beaucoup plus à politique mon que avis, le elle a doudou. dû mettre son là sur, Oui, oui. sur un certain nombre de points, mais c'est une super actrice, hein, Ouais. par ailleurs. C'est vraiment chouette et je trouve que ses prises de position aussi, ça fait du bien dans le paysage du cinéma français et tout. Enfin, je veux dire, c'est parce que ce qu'elle avait fait au César et tout, arriver à poil en peau d'âne et tout, enfin c'était faut pas mal Faut de oser. courage, ouais, faut oser le faire. Et non, c'est pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. La proposition peut être intéressante, ça peut enfin ouais, proposer quelque chose un peu neuf et sur le sujet, donc pourquoi pas, ouais. C'est un film avec Corinne Maziero, il y a forcément du bon dedans. C'est Je ça. pense Ouais, que ouais. clairement. Voilà. Moi, je sais qu'en regardant la bande-annonce, j'ai trouvé les personnages assez touchants. J'aimais bien ce côté un peu doux qui était vraiment cassé par le caractère du personnage féminin, pour le coup. J'ai un peu envie de voir le développement qu'elle va apporter, la réalisatrice, je ne me trompe pas. Oui, j'ai un peu envie de voir le développement des personnages. Après, sur le scénario en général, je sais pas trop à quoi m'attendre non plus. J'ai pas des attentes super hautes. Je sais pas si j'irai le voir honnêtement. Mais je pense que ça a le mérite d'exister et d'être vu par ceux que ça intéresse. Après, comme dit, je pense que c'est un film qui vise un public plutôt âgé, enfin de cinquantenaire et plus, et je pense pas que que le film cible vraiment un public jeune ou d'étudiants. Enfin, ne serait-ce que pour l'affiche, enfin c'est encore une énième comédie française avec une typo jaune sur un fond bleu, enfin genre comme on en voit tout le temps. Donc bon, après ça se trouve c'est très bien, mais voilà, ça fait partie des genres de détails qui peuvent mettre un peu la puce à l'oreille sur la qualité du film. Et après voilà, comme dit, pas vu, donc il faut lui laisser une chance, quoi. C'était, tu m'as mis où? Voilà, Un an, une nuit. Réalisé par Inaki La Cuesta, si je ne me trompe pas dans la présentation, qui est un drame qui dure 2h10. Alors sur le synopsis, ce que j'ai vu, c'est un couple qui va alors au Bataclan, du coup, la nuit du 13 novembre. Ils vont survivre à l'attaque, mais l'histoire va tourner autour de comment reconstruire sa vie après avoir vécu ça, comment après avoir échappé à un tel drame. Et j'ai vu qu'il y a vraiment une partie du couple qui va se poser, comment on peut encore aimer, etc., comment vivre après ça. Moi j'ai trouvé ça très intéressant et très touchant. Et puis je sais que l'acteur qui joue l'homme du couple, moi j'aime beaucoup, je l'ai vu de 120 battements par minute, donc Oui, moi bah déjà oui. je pleure cet acteur. Donc j'ai très hâte d'y Là-haut aller aussi. voir. Au revoir là-haut, il est super Ouais. là-dedans. Ouais. Et puis moi je suis née le 13 novembre, donc en plus le Bataclan ça me touche beaucoup. Et j'ai envie de voir ce film, vraiment. C'est celui qui me hype le plus de toute la liste qui sort. Bon, en fait, ce qui a l'air intéressant dans ce film, c'est qu'ils ont l'air d'avoir deux approches de reconstruction après l'événement, en fait, Oui. qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que lui, il a besoin de ressasser, de se repasser un peu le fil de la soirée, tandis qu'elle, elle Elle est veut vraiment tout dans, effacer. elle aimerait oublier, voilà, c'est ça, elle veut tourner la page, elle a pas envie de revenir sur ce qui lui est arrivé, et du coup, ça a l'air de coincer entre les deux, parce que voilà, Mais les deux points on de voit vue pas la chose s'opposent. de la même manière, et ça c'est intéressant. Et puis il s'inscrit dans ces films qui sont sortis récemment sur l'après, en fait, sur les victimes, comment elles se reconstruisent après un événement traumatique. Je pense que c'est de la même veine que Revoir Paris avec Virginie Efira, c'est exactement le même sujet, donc ça peut être vraiment très intéressant. Je pense que c'est très touchant, et en fait c'est un peu particulier avec ces films parce que parfois c'est un peu dur à donner un avis, critiquer, parce que le sujet est déjà tellement dur que
tu peux que t'investir émotionnellement en fait dans ce que tu es en train de voir quoi. Donc, mais par contre, moi ça m'intéresse beaucoup. Noémie Merlan aussi, c'est une super actrice, donc j'attends de voir. C'est un film espagnol, ça c'est plutôt intéressant. C'est nos voisins qui s'emparent de ce sujet-là et il a été récompensé en Espagne et tout, donc pourquoi pas, à voir. Ça, je pense que c'est adapté d'un livre espagnol, je crois, justement aussi. Un roman, Ben oui, moi, effectivement, casting qui donne très très envie, hein, pour chez lui comme chez elle. Même si Noémie Merlan, au début, j'étais très sceptique parce que je l'ai découvert dans un très mauvais film, Les Héritiers, où elle joue, elle était ado à ce moment-là, elle joue une fille de 3e, mais c'est pas elle qui pose problème finalement, le film est absolument affreux. C'est le film où elle est convertie, ou je sais pas. Ouais, voilà. Enfin non, justement, c'est celui d'après, mais avec de la même réalisatrice. Oui, je vois. Okay. Ouais, celui-là doit être pire, mais celui-là, j'ai pas eu la force de le voir. Ouais, il est très bizarre. Bon, mais voilà, ça me. Non, Portrait de la jeune fille en feu, on peut s'arrêter à ça. Et depuis, voilà, je trouve que c'est une des meilleures actrices de sa génération. Portrait de la jeune fille en feu, dans le film de Garel cette année où L'Innocent, voilà, où elle a eu le César, elle est vraiment géniale, elle est super drôle, donc vraiment voilà. Mais bon, l'acteur aussi pareil que je trouve exceptionnel. Donc oui, c'est super. Et puis surtout, mais bon, c'est intéressant parce que souvent là c'est pas du cinéma français, c'est du cinéma espagnol, mais voilà. Mais le cinéma français a souvent du mal à réaliser des films sur les événements récents de son histoire, contrairement aux Américains qui sont capables de faire je crois le premier film sur le 11 septembre de fiction qui a été fait, il a dû sortir en 2003, un truc comme ça. Donc 2 ans après, un des événements les plus traumatiques pour les Américains. Et là, pour le coup, je vois qu'il y a quand même quelques films français, pas que étrangers, mais qui traitent de cette actualité récente, quoi. 2015, c'était quand même il n'y a pas si longtemps. Voilà, mais le cinéma français a du mal à faire ça, et souvent c'est les autres qui le font. Et donc là, on a un film espagnol. Bon, il y a des films français qui parlent des attentats, et tant mieux, mais c'est encore timide. Et là, on a donc un espagnol qui en parle. C'est comme pour la guerre d'Algérie, qui est l'un des sujets les moins traités par le cinéma français. C'était aussi interdit en 62, autour des années 60, de faire ce genre de film. Mais si bien qu'on a quelques bons films sur la guerre d'Algérie, mais qui sont faits par pas des Français, quoi. L'un des films les plus connus, La bataille d'Alger, c'est un Italien qui l'a réalisé. Donc voilà, donc ça me fait un peu penser à ça, de voir, et c'est intéressant aussi de voir comment des personnes qui ne sont pas français ou françaises peuvent s'approprier aussi une histoire qui est associée en tout cas à notre pays, quoi. Très bien. T'as rien dit dessus? C'est à peu près l'avis à peu près pareil que vous tous. Ouais, il me donne très envie de le regarder honnêtement aussi. Donc je pense que j'irai le voir aussi. Mais il y a beaucoup de films en fait que j'irai voir dans cette liste. On le sort avec Club Suisse. Ah non, mais des fois il suffit de regarder les bandes d'annonces, de prendre le temps, et ça donne envie. Hein. Il y a plein de films qui donnent envie. Toutes les semaines, il y a des trucs cool. Bien sûr, dans les quinzaine de films chaque semaine. C'est un peu le but des bandes annonces aussi, en fait, c'est de donner envie d'aller voir. Oui, mais c'est à double tranchant. Voilà. Il y en a qui peuvent donner pas du tout envie, comme Pour l'honneur, par exemple, qui a beaucoup donné envie à Alexandre d'aller le voir. Ça dépend des goûts qu'on a, tout ça. Mais ouais, voilà. Donc je pense que je vais aller acheter quelques petites places la semaine prochaine. À Club. Voilà, pour aider les réalisateurs, tout ça, et voir tout ça. Ok. Très bien, merci du coup pour vos avis. Donc ça, c'était les actualités. Nous allons passer maintenant au débat. Donc nos fameux débats, donc on va commencer. Pas un jingle? Débat. Pas encore, ce serait bien, un jour d'accord. on en aura peut-être, on verra ça. Débat. Mais pour l'instant... Avec un poussin. Ouais, voilà. Qui passe On n'y a comme pas ça sur pensé, l'écran. on a fait plein d'écrans et tout avec... Qui passe sur l'écran. Ah ouais, on a fait les comme choses ça. aussi. Qui déroule qui fait le titre en fait. Et derrière il y a écrit débat. Voilà. Comme ça. On est content, vous n'avez pas trop joué avec les canards parce qu'ils font un bruit horrible quand on les allume. Quand on l'a fait tourner. J'ai pas tourné. Ok. La hantise de la régie, quoi, aujourd'hui, ils sont en train de ça. suivre. On voit les gouttes ici. Ok, très bien. Du coup, donc première question de débat. Est-ce que le cinéma se meurt? Bam. C'est posé. Oh la balle. Là, c'est un gros coup au cœur. Sans transition, quoi. Voilà, Sans c'est- transition, on parle. C'est non. La réponse est non. En fait, après, la question est intéressante parce qu'effectivement, on a vécu une période un peu particulière avec
avec le Covid, les confinements, les fermetures des salles. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé jusque-là pour les salles en France. En fait, les salles de cinéma ne fermaient jamais. Et donc là, à l'échelle nationale, on s'est retrouvé, enfin même mondiale, on s'est retrouvé à tout arrêter. Et pas uniquement l'exploitation, même la production, voilà, les studios ils reportent leurs projets. Donc effectivement, c'est un événement qui a rendu et renforcé surtout en fait la SVOD, donc les plateformes et tout ça, Netflix, etc. Et donc ouais, il y a beaucoup d'encre à couler sur le sujet parce que ça a posé beaucoup de questions. Mais en fait là, en particulier en 2023, on voit, en fait, on observe une nette amélioration et des retours à des niveaux de ce qu'on appelle le pré-Covid, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans la profession, on identifie vraiment des périodes pré-Covid, donc c'est-à-dire des niveaux de fréquentation normaux. Et là, on y arrive, en fait. Donc, et ça, c'est grâce à des grosses productions comme Avatar, en fait. Clairement, pour moi, c'est le fer de lance un peu de la reprise, en fait, de la fréquentation en salle. Donc j'aurais envie de répondre non, le cinéma ne se meurt pas. Enfin, du moins, la fréquentation en salle ne se meurt pas. Après, les formes de consommation, elles évoluent par contre. Elles sont pas en train de mourir, mais par contre elles changent et elles changent. Elles ont toujours changé et elles continueront de changer. Donc je sais pas si Elliot tient Moi, c'est un débat, faut que je dise si en fait. Si, le cinéma meurt. Mais comment tu peux dire ça? Tu vois pas qu'il est en train de mourir? Non, je suis d'accord avec Alexandre du coup. Mais enfin voilà, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'en fait on pose souvent la question pour le cinéma. Mais si on la pose pas pour d'autres en fait. C'est un peu comme si vous avez posé la question, vous avez dit est-ce que le cinéma se meurt? Vous n'avez pas précisé en salle déjà. Donc j'imagine que vous sous-entendiez en salle. Ouais, mais c'est intéressant, on pourrait poser la question autrement en disant est-ce que la musique est en train de mourir? Est-ce que le théâtre est en train de mourir? Est-ce que la lecture, enfin la littérature pardon, est en train de mourir? Est-ce que les jeux vidéo sont en train de mourir? Vous voyez, quand on déplace sur d'autres, on se dit mais la question elle est déjà assez improbable. Alors bien sûr, on se dit ben oui au sens large, non, mais parce que cinéma, c'est ça qui est un peu étrange aussi, c'est que le terme est associé aussi au nom du lieu principal où on y va. Donc forcément, il y a ce mélange-là. Voilà. Donc la musique n'est pas morte, bien sûr, et à mon avis, elle ne mourra jamais. Après, on va dire, ah ben oui, mais par contre, les concerts, ça progresse, ça progresse pas, les festivals, oui ou non. Donc effectivement, les modes de consommation varient. Donc ça, effectivement. Et même maintenant, si on écarte cette question-là et qu'on regarde les modes de consommation, ben, force est de constater que la fréquentation en salle en France, elle est revenue à peu près au niveau des années 60, avant le Covid. Et maintenant, dans l'après-Covid, on commence à remonter doucement la pente. Alors certes, on n'est pas revenu exactement au même niveau, mais personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Il est beaucoup trop tôt. On est encore dans un après-Covid, immédiat après-Covid, donc on ne peut certainement pas faire de prévisions comme ça. On constate juste que, contrairement à ce que beaucoup oiseaux de mauvais augure habituels criaient un petit peu à peine 2 jours après que les salles rouvraient, c'était de dire ça fait 2 jours, où est-ce qu'on en est quoi? Voilà, c'est ridicule. Même au bout d'un an, on comparait à partir de 2019, alors qu'on était officiellement même pas sorti de la pandémie. Enfin, bon, après, ça fait partie du rôle de la profession. Une profession, elle se défend. C'est normal, il y a une réaction corporative. C'était pareil lorsque le streaming s'est développé pour la musique. Il y a eu une réaction en disant voilà, le disque va mourir, la musique va changer radicalement. Bon, mais ça, il faut faire bien attention de qui dit ça. Voilà. Ce sont des personnes qui ont des intérêts dedans. Et c'est normal qu'elles défendent leurs intérêts. Après, on peut leur reprocher de le faire avec plus ou moins de finesse. Et là, pour le coup, il y a à boire et à manger. Il y en a qui le font avec beaucoup de finesse, beaucoup de respect aussi pour les spectateurs et les spectatrices, et d'autres qui le font n'importe comment en disant on est en train de disparaître. Les spectateurs et les spectatrices limitent à dire que c'est des cons parce qu'ils ne vont pas au bon endroit ou qu'ils ne vont pas dans les salles. Voilà, donc... Simplement, c'est normal qu'il y ait une réaction des professionnels, qui est particulièrement en France, parce que c'est un secteur qui est très subventionné. Et donc, il est normal aussi de défendre cela. Dans les autres pays, ce n'est pas forcément la même chose, par exemple aux États-Unis. Donc, forcément, on ne va pas entendre les sons de la même façon et on ne va pas réagir de la même manière. Aux États-Unis, on a essayé d'autres choses. On a essayé le day and date, c'est-à-dire qu'on sortait en même temps en salle et en VOD. Alors, réaction, beaucoup d'inquiétudes aux États-Unis. Bon, mais il y avait presque plus d'inquiétudes en France. Alors que ça n'était pas le cas en France. Ce n'était pas possible dans le cadre de la loi,
puisque la loi, la fameuse chronologie des médias en France qui oblige à attendre un certain temps avant que le film sorte, après la salle, en VOD, en DVD, à la télévision, etc. Ça, le day and date n'est pas possible également en France aujourd'hui. Mais tout de suite, c'était ça va arriver, demain c'est pour nous, etc. Et par contre, une information qui est passée complètement à la trappe il y a un peu moins d'1 an, le day and date a été officiellement abandonné aux États-Unis. Il y en a qui le font encore de manière expérimentale. C'était une expérimentation. Donc c'est un modèle qui n'a pas porté ses fruits. Donc en fait, la salle reste encore plus intéressante aujourd'hui, aussi aux États-Unis. Par contre, on a entendu crier en France, dès qu'on a entendu ce day and date se mettre en place, personne n'a crié pour dire finalement, au lieu de se réjouir, mais bon, encore une fois, c'est une réaction où on ne voit que... voilà, c'est aussi pour ça qu'il est important de se décentrer aussi là-dessus. Donc non, le cinéma, je pense, n'est pas mort du tout. Il faut aussi voir que, bon, il y a quand même eu un cas spécifique, le Covid, est effectivement inédit. Mais par contre, l'histoire du cinéma, qui est jeune aussi, il ne faut pas l'oublier, elle est traversée d'énormément de moments où vous avez quasiment les mêmes discours. Ces discours-là, ils existent depuis pratiquement 100 ans. Vous pouvez aller vous replonger dans la presse des années 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, avec des variations à chaque fois, mais il y a des périodes où on entend exactement les mêmes discours. Les années 80, c'était ça. Les années 80, c'était effectivement, la salle est en train de mourir, on atteignait des taux de fréquentation extrêmement bas jusqu'au début des années 90. On peut comprendre qu'on s'inquiétait. Là, pour le coup, on n'est jamais redescendu aussi bas, hein. Même dans l'après-Covid. On en est très loin de ce seuil historiquement bas. Donc bien sûr, c'est normal, ça fait partie des inquiétudes qu'on a, mais il faut toujours faire très attention à la fois à une parole professionnelle qui peut être trop cash, même si elle défend ses intérêts, c'est entendable, mais aussi, et c'est là où moi j'en veux un peu parfois à certains journalistes qui font les choses un peu trop rapidement, et qui reprennent quasiment des éléments de langage sans prendre le temps de reculer un minimum. Donc voilà, le cinéma n'est pas mort. Ceux qui vont aussi le plus, il faut le dire, ce sont les plus jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes, j'insiste. Par contre, là où peut-être on peut réfléchir, c'est cette inquiétude de la reprise. Elle s'est beaucoup focalisée sur les jeunes, alors que les jeunes sont ceux qui retournent le plus au cinéma depuis l'après-Covid. Voilà. Et ça, on ne l'entend pas. Au contraire, ceux qui y vont un peu moins, c'est les seniors, parce qu'ils se sont habitués à une consommation type Netflix, etc., pendant le confinement. Et ça, c'est nouveau pour eux. Donc il y a peut-être quelque chose qui a changé, mais c'est trop tôt pour le dire. De là à dire que le cinéma va mourir, non. Mais en tout cas, du côté des seniors. Pourtant, on n'entend parler que des jeunes. Voilà. Les seniors, voilà. Alors, et les jeunes, c'est toujours le problème soit ils vont pas en salle, ce qui est faux, ils y vont, soit ils y vont, oui, mais pas au bon endroit. Donc on leur tape toujours dessus. Par contre, les seniors, on n'entend plus parler. Donc quand on dit le confinement a bouleversé les rapports de consommation, ils existaient déjà. S'ils ont bouleversé des rapports de consommation, c'est pas ceux des jeunes qui connaissaient déjà, c'est peut-être beaucoup plus ceux des seniors. Donc il faut aller un peu les emmerder. Justement, leur dire pourquoi vous venez plus ? Pourquoi vous venez plus ? Au lieu d'aller voir les jeunes en disant pourquoi vous venez plus ? Allons voir les seniors. C'est vrai que les jeunes, c'est un peu la cible facile, mais c'est vrai qu'en fait, il y a eu un peu un paradoxe tout de suite à la sortie du premier confinement. C'est-à-dire qu'en fait, les salles à réessai, ils avaient beaucoup de films en fait, à sortir. En fait, nous, on n'a pas eu de problème, disons, d'agenda de sortie au lendemain du Covid. Alors que les gros circuits de salles, eux, c'était le cas en fait. Et c'est vrai que tout le monde s'est affolé, et en particulier la presse, comme disait Léo, c'est que en fait, il y avait pas de film, il y avait pas de film de grosse production qui étaient datés et tout ça. Donc on s'est retrouvé au lendemain du Covid avec des semaines où ils avaient rien, pendant 2-3 semaines d'affilée, des périodes de vacances scolaires sans grosse sortie, ce qui est une catastrophe en termes d'entrée. T'as pas de film, t'as pas ta locomotive, alors que les enfants sont en vacances et tout ça, c'était alarmant. Alors que de l'autre côté, les salles à réessai, on avait un paquet de films. C'était un cauchemar pour les programmateurs pour sélectionner les films, parce que tu avais une dizaine de films chaque semaine, et donc c'était hyper compliqué de leur faire de la place et de les rendre visibles en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que nous, en art essai, on n'a pas eu ce problème, disons, d'offres en fait au lendemain de la crise. Et ça, je pense qu'aussi c'est un sujet qu'on n'a pas tellement évoqué en fait quand on parlait de la fréquentation en salle en fait. L'offre art essai, elle est restée très très forte au lendemain de la crise du Covid,
Et c'est vrai que la reprise plutôt des grosses sorties, des blockbusters américains, celle-ci, elle s'est fait plus récemment, mais parce que le marché américain était aussi encore impacté par des mesures en fait sanitaires, que ce soit le marché canadien, etc. Enfin voilà, si ces salles-là, elles n'ouvraient pas, les studios, pour eux, c'est encore des marchés qui sont sous cloche, donc ils vont se dire, on ne sort pas le film en fait. La Chine, ils sont en confinement. À quoi bon en fait, tu perds trop d'entrées et trop d'argent en fait, pour eux en termes de business c'était pas intéressant. Donc là c'est pour ça qu'en fait comme disait Léo, en fait tout ça c'est très récent en fait, on est vraiment qu'au lendemain et on commence à peine à voir à prendre du recul sur ce qui s'est passé et à commencer à analyser la situation. Donc non, et puis les publics qui vont en salle, ça a pas mal bougé. Et là, on voit vraiment le retour massif des jeunes, en fait. Parce qu'on a une offre qui, elle, évolue. On a beaucoup plus de grosses sorties. Et c'est vrai qu'au lendemain de la crise, on parlait beaucoup de Tenet, de Christopher Nolan, comme le film qui allait relancer l'industrie et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, déjà, Nolan, c'est quand même... ça reste du cinéma blockbuster d'auteur en fait, donc tu t'attires pas un public extrêmement large sur ses productions et d'autant plus sur un film comme Tenet quoi. Enfin c'est hyper complexe et tout. Enfin voilà. Alors que le film pour moi qui représente cette reprise c'est Avatar en fait. Je veux dire un film qui fait 13 millions d'entrées au lendemain du Covid c'est une première en fait. Donc il roule surtout et surtout avec une licence qui est à vieille vu que elle a déjà plus de 10 ans mais on parle d'un film de science-fiction en fait enfin voilà c'est qui se passe dans l'espace et tout ça donc c'est hyper intéressant de voir que finalement la reprise du marché elle s'est faite avec un film comme ça en fait donc c'est très intéressant aussi. Il y a une bonne façon en fait aussi de répondre à la question de manière pragmatique. Prendre des exemples concrets comme par exemple les entrées que fait et les recettes que suscite Avatar 2. Il y a aussi des choses tout bêtes, hein, c'est-à-dire qu'en France, avant le Covid et après le Covid, bien sûr pas pendant, il y a des salles qui continuent à ouvrir. Donc si vous êtes sur un marché économique quel qu'il soit culturel ou pas culturel, s'il n'y a pas de rentabilité, ou si on ne croit pas en l'avenir de ce gagne-pain, pour parler en termes très économiques, on n'ouvre pas en fait. Pourquoi ? Dans ce cas-là, il y a des gens qui investissent. Et aujourd'hui, alors c'est surtout des multiplex. Un multiplex, ça coûte au minimum plusieurs millions d'euros. Donc si on a quelqu'un qui est prêt à investir plusieurs millions d'euros dans une salle, enfin, il le fait pas pour le fun en tant que philanthrope. C'est qu'il sait, ou du moins il se doute, qu'il a un risque assez faible de ne pas s'y retrouver et au contraire de faire du bénéfice. Donc il faut savoir qu'avant le Covid, on continue à ouvrir des écrans en France. D'accord ? Et après le Covid, c'est pareil, on continue. Les travaux ont continué. Le club, l'amphithéâtre a ouvert à Muse. Bon, certes, le chantier était décidé d'avant le Covid, d'accord ? Mais voilà, ça continue. Le groupe Kinépolis continue à acheter des salles en Espagne, dans le monde, etc. Enfin, voilà, donc en fait, on est quand même dans un monde avant tout fait d'offres, de demandes, de prix. C'est de l'économie comme ailleurs, en fait. Donc s'il y a des gens qui sont prêts à investir dans les salles de cinéma, c'est que c'est un secteur qui marche encore. Ça en est la première preuve. Et donc ça, vous pourrez le prendre comme un indicateur qui est quand même assez évident, me semble-t-il. Et il y a d'autres indicateurs comme ça qui sont très froids, très clairs. Et rappelons quand même une chose, c'est que le cinéma, aujourd'hui encore, est la première industrie culturelle au monde. On entend souvent à tort que c'est les jeux vidéo. Mais attention, les jeux vidéo, là encore une fois, c'est un travail malheureusement bâclé de pas tous les journalistes, mais de certains journalistes pour le coup, qui nous disent en permanence les jeux vidéo c'est la première industrie mondiale. C'est faux, parce que on prend tous les chiffres des jeux vidéo, combien de consoles on a vendues, le prix des jeux, etc. Et on compare ça aux chiffres du cinéma en salle. Mais le cinéma, l'argent que suscite le cinéma, c'est pas qu'en salle. D'ailleurs, c'est de moins en moins d'ailleurs ce qui rapporte le plus. C'est un marché de diffusion sur les chaînes de télé, sur les plateformes de VOD, quelques supports physiques qui commencent encore un peu à résister, d'accord ? Si vous additionnez tout ça, mais le cinéma est encore loin devant les jeux vidéo. C'est un peu comme si je vous disais, on va comparer l'industrie des jeux vidéo, mais on va prendre que les chiffres des bandes d'arcade. C'est-à-dire que quand on va dans une salle d'arcade, comme on va dans une salle de cinéma. Par contre, tout ce qui se passe à la maison, alors c'est l'essentiel du jeu vidéo, on le compte pas. C'est ridicule. Donc en fait, on compare les chiffres du jeu vidéo dans sa totalité avec les recettes du cinéma en salle. C'est ridicule. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte des recettes de la VOD, de Netflix, de compagnie, etc. Des exportations, des ventes à l'international, des ventes sur les marchés nationaux. Et c'est gigantesque en fait. Et si vous additionnez à ça, je parle que des films, le marché de l'audiovisuel,
c'est gigantesque. Vous associez les séries, les programmes, etc. Là, vous allez voir les chiffres, on parle de centaines de milliards d'euros chaque année. Voilà. Donc c'est la première, c'est non pas il ne meurt pas, mais en plus c'est l'industrie culturelle qui est la plus importante aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est les sources d'emploi et tout ça. Enfin, Ah ouais. il y a plein de choses qui gravitent autour. Enfin, si on prend effectivement l'audiovisuel en général, enfin, ne serait-ce que la télévision, c'est encore un poids énorme en fait. Enfin, que ce soit sur les séries télé, les films pour la télévision et tout ça. Enfin, les émissions de manière générale. Enfin, c'est massif en fait. C'est vraiment très très important. Et effectivement, je pense que c'est peut-être plus vendeur de dire le jeu vidéo est au-dessus et puis après enfin voilà, je veux dire, finalement on n'est pas en compétition, je veux dire non pas du tout, ça y cohabite l'un avec l'autre, enfin je veux dire, se complètent encore c'est plus ça, je veux dire le cinéma s'empare s'empare des jeux vidéo et puis ça marche bien. Enfin, voilà, Super Mario c'est c'est vraiment le film était attendu mais pas attendu à ces niveaux-là en fait, c'est vraiment le pari est vraiment réussi pour Nintendo et ils réfléchissent déjà à adapter, enfin déjà à faire une suite et adapter d'autres licences en fait de la société. Enfin, Universal et Nintendo ils ont signé des contrats ensemble qui ont découlé en fait l'agrandissement de leur parc d'attractions. Donc il y a aussi ça en fait. Donc tout ça se connecte en fait les parcs d'attractions, les produits dérivés. Enfin c'est vraiment un marché qui est gigantesque et on a du mal à se rendre compte, mais c'est la même chose pour la saga Harry Potter quoi. Enfin, elle est présente dans le jeu vidéo, elle est sans cesse, elle est toujours en activité et elle va être encore réadaptée. Enfin, ils veulent la refaire en série et tout ça. Enfin, donc voilà, après c'est un autre débat. J'ai l'impression que c'est sans fin et qu'on n'en sort pas. Et voilà. Mais voilà. Donc non. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été inquiétés, surtout les grands fans de cinéma juste après Covid. Est-ce que les salles vont rouvrir? Est-ce que... Donc, je pensais que c'était intéressant d'en reparler. Bien sûr, mais il faut le dire parce qu'il y a une petite musique. Malheureusement, il y a une petite musique qui s'installe en permanence, qui est une musique qui est essentiellement faite par des personnes de la profession qui ont des intérêts très gros dedans et des journalistes paresseux, pour le dire gentiment. Voilà. Et cette conjonction des deux fait que... Puis c'est toujours plus facile à vendre aussi de dire... quand vous avez un article à publier, le cinéma est peut-être en train de mourir, ou alors vous vous rendez compte d'écrire au contraire un article en disant le cinéma va bien, il n'y a pas de sujet. Voilà. Donc c'est ça aussi, il n'y a pas de sujet. C'est vrai qu'avant le Covid, les gens en caisse demandaient rarement vous avez du monde et tout. Alors, mais après le Covid, c'est terrible. Ils se sont jamais autant souciés de notre santé, en fait, mais vraiment, est-ce que ça va et tout? Bah oui, ça va. Enfin, on a des films, tout va bien. Enfin, et vraiment, il y a une panique. Et c'est vrai que même la presse, elle se en soucie aussi et tout ça. Donc il y avait un peu une psychose une panique au lendemain du Covid. On se calme. En fait, c'est vraiment le on s'est produit tous concret. pris un camion dans la figure, en fait. Donc on va souffler 2 secondes. Voilà, c'est le résultat concret, effectivement, de la force d'en faire des caisses. Voilà, sans nuance. Mais là, encore une fois, il faut plus jeter la pierre, je dirais, plus à ceux qui traitent l'information qu'à ceux qui la donnent. Parce que ceux qui la donnent, encore une fois, on peut comprendre leurs intérêts. Ils défendent leur métier. Donc, c'est n'importe qui défend son métier. Il ne va pas non plus dire, oui, bon, c'est vrai qu'on n'a pas tant besoin de ça de subvention. Bon, c'est vrai qu'on pourrait peut-être s'arranger sans la subvention, ou ouais, finalement, c'est pas si compliqué que ça, d'être exploitant de salle, on gagne quand même vachement bien sa vie, puis on a quand même... Non, voilà, ils vont pas dire ça, on défend sa profession, c'est vrai partout, particulièrement en ce moment sur le plan politique, etc. Donc ça, c'est normal qu'une profession défende, avec un peu de mauvaise foi, c'est normal, là-dessus. Par contre, là où c'est problématique, c'est quand la presse en fait des caisses, à un point où on en arrive, où on pense que les salles, les gens qui sont dedans sont quasiment mourants, quoi. Voilà, pas déconner, quoi. Très bien. Super, très bien. Mais du coup, il y a une autre question qu'on s'est posée justement par rapport au cinéma, évidemment, puisque c'est le but de l'émission un petit peu aussi. Mais comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser les jeunes au cinéma? Parce que, comme on a dit, les gros films qui sortent, par exemple, au Kinépolis, tout ça, les jeunes, ils vont les voir quand c'est des gros films qui parlent déjà. Je parle par exemple d'Avatar ou Star Wars, ou les grosses sagas qui sortent comme ça. Tous les jeunes y vont.
Mais par exemple, les films d'art et auteur, tout ça, bah, il y a beaucoup moins de jeunes. Pour les quelques fois où je suis venu justement au club, bah, à chaque fois qu'il y avait des débuts de films, je n'ai vu aucun jeune pratiquement. C'était très très rare. Donc comment est-ce qu'on pourrait les sensibiliser à venir Alexandre, Ouais, il est jeune. ouais, non, mais en fait, moi je suis pas du tout le bon. Représentatif. Non, bah en fait, voilà, moi j'ai fait des études de cinéma et tout ça, donc je suis dedans. Donc finalement, c'est pas moi qu'il faut essayer d'attirer, c'est ceux Le grand public. qui s'y intéressent un petit peu moins. En fait, pour moi, c'est une question de visibilité en fait des films. Enfin voilà, je veux dire des films comme Avatar ou les sagas Star Wars, on fait rien, ça se vend tout seul en fait. Les films d'auteur, bah, c'est un peu plus compliqué. Je pense que le plus simple, c'est d'en parler, être un peu curieux et tout ça. Après, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de films. L'actualité, elle est tellement. Parfois, elle est occultée par les blockbusters et tout ça. Donc, c'est difficile pour les petits films de se faire une place. Et c'est le boulot des distributeurs, en fait, de les rendre visibles et les rendre accessibles au plus grand nombre. Et effectivement, ça, c'est plus compliqué, mais c'est. On essaye, voilà, pour le club, on essaye de faire des soirées événements, on accueille des festivals et tout ça tout au long de l'année. Et ça, c'est vraiment, on essaie de créer des temps forts en fait qui vont attirer des jeunes du futur. Voilà, par exemple, on a reçu l'équipe du Visiteur du Futur. Et en fait, à la base, le film, il n'est pas du tout adressé aux salles à essai, il est plus adressé à des salles comme Saint-Julien-les-Metz et tout ça. Mais ce qui a aussi motivé la réception de cet événement, c'est que le tournage était ancré localement en fait. Ils ont tourné dans le coin, etc. Donc voilà, il y avait une actualité un petit peu locale. Et voilà, on essaie de créer comme ça des temps forts pour attirer les plus jeunes. Pour le cas du Visiteur du Futur, bah, ça a cartonné. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était vraiment très chouette et ça fait plaisir. Après, voilà, parfois, on attend aussi il y a certains films qui créent un peu la surprise, qui attirent un public plus jeune. Les jeunes, ils viennent, mais ils viennent pas forcément toutes les semaines, en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des films vraiment branchés arty et tout, cinéma de genre, où on a un public jeune. Enfin voilà, du coup, il y aura en diffusion actuellement Boys Afraid de Ari Aster. Là, clairement, ça c'est un film qui attire un public jeune. Enfin, c'est pas le troisième âge qui se dirige vers ce type de film. Et donc voilà, il y a encore des propositions, il y a encore des films qui intéressent. Et après, voilà, les gens voient des bandes annonces avant les films. Peut-être qu'il y a des films qui sortiront prochainement qui leur donneront envie. En fait, je pense aussi c'est les sélections que font les gens. En fait, voilà, ils vont voir ce qui les intéresse. Peut-être que les drames français, ça les intéresse pas. Moi, je peux comprendre. Hein, ça dépend des goûts de chacun. C'est vrai que c'est pas le truc le plus vendeur et le plus séduisant. Mais voilà, je pense que c'est aussi une question de curiosité de manière générale. Enfin, faut s'y intéresser. Et puis. Moi personnellement, une fois que je suis tombé dedans, enfin voilà, j'en suis très satisfait. Enfin, c'est toujours, voilà, on voit parfois des bouses et parfois on voit des films super et tout. Mais à nouveau, hein, moi je suis pas du tout. Je veux dire, moi le cinéma, je paye pas le ciné, je travaille dedans, donc du coup, voilà, forcément, moi l'accès à la culture, il est simplifié en fait. Moi, je peux consommer de manière un peu excessive sans me ruiner aussi. Enfin voilà, les étudiants, bah, ils ont peut-être d'autres priorités. Faut aussi être conscient qu'en ce moment, c'est aussi au lendemain du Covid, c'est aussi super difficile pour eux. Donc peut-être que la culture de manière générale, pas forcément le cinéma, aller au musée, au théâtre, bah, c'est pas leur priorité en fait. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Et je pense qu'on peut pas dissocier les deux en fait. Elles sont vraiment liées quoi. Donc, voilà. Sur les retours qu'on a eu sur le sondage d'Instagram, on a eu beaucoup de retours, surtout des étudiants qui disaient que le prix du cinéma était cher pour eux. Et je peux comprendre que l'accès à la culture, elle n'est pas pour tout le monde. Et que pas grand monde puisse y aller comme ils veulent et en regarder énormément aussi. Donc, c'est sûr que à partir du moment où tu as la question du prix de la place qui entre en compte, les gens ils sélectionnent. Enfin, forcément, tu dis bon si déjà je paye tant et tant, j'ai envie de rentabiliser ma sortie entre guillemets, tu vises des films où tu vas t'en prendre plein la vue, tu vis vraiment une expérience intense et tout, et tu veux pas passer 3 heures devant un drame chinois. Je sais pas, je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça. Et vraiment, moi, je leur jette pas la pierre, je comprends et tout, mais voilà, c'est effectivement, nous, voilà, comme toutes les salles à essai en France, on propose un tarif étudiant, un tarif réduit, tout ça pour essayer de rendre la culture accessible. Mais je comprends que ça soit compliqué et tout pour les revenus.
plus modestes en fait. Après, la question du tarif, elle est toujours intéressante au cinéma parce que c'est aussi une de ses particularités. C'est en économie, on appelle ça la notion de prix psychologique. C'est-à-dire, c'est le sentiment de ce qu'on paye, mais ce n'est pas forcément réaliste par rapport à ce que ça nous coûte réellement, par rapport au salaire médian, à ce que coûte une baguette de pain, etc. Et comment on fait, comment on fait la part des choses. Et il y a une subjectivité qui est très forte pour le cinéma, et sans doute c'est la plus forte dans la culture parce que en fait, effectivement, les témoignages que vous avez, on les a souvent qui remontent comme ça, de dire voilà, c'est trop cher. Bon, quelques éléments factuels quand même. C'est le spectacle le moins cher en France aujourd'hui. C'est-à-dire que le cinéma est le spectacle le moins cher en France. Et vous pouvez même ajouter dedans les entrées dans les musées, c'est moins cher. Le prix d'un ticket, ça varie, mais en moyenne, si vous tenez compte de tous les tarifs réduits qui existent, etc., pour toutes les tranches d'âge, etc., vous êtes à moins de 8 euros en moyenne. À moins de 8, c'est même en dessous de 7, je crois. Donc entre 7 et 8 euros en moyenne. C'est le spectacle le moins cher en France. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. C'est-à-dire et on a rarement des choses qui remontent en disant « Oh ben les concerts, c'est trop cher ». Il y a les cachets des artistes depuis l'après-Covid, des artistes musicaux qui a augmenté entre 10 et 30%. Vous allez voir Beyoncé, ça va vous coûter, je pense, au minimum 100 euros. Minimum, avec une place pourrie sur les côtés. Mais vous n'allez pas avoir de gens qui vont dire « Ah, ça c'est quand même trop cher, les concerts, c'est vraiment trop cher ». Les concerts, c'est gradué aussi, en fonction de la star, etc. Plus elle est importante, plus on va payer cher. Le théâtre, c'est pareil. En fonction de la pièce, des moyens, etc. Si c'est aussi une comédie musicale, si c'est de l'opéra, ça va être plus cher, etc. Le cinéma, c'est la seule sortie, le seul spectacle qui est purement démocratique. Pourquoi ? Vous payez exactement le même tarif pour n'importe quel film. Que vous alliez voir une bouse sans nom ou un chef-d'œuvre qui va bouleverser votre vie, vous aurez payé le même tarif. Que vous alliez voir un film qui fait 4 heures, on en parlait tout à l'heure, ou un film qui en fait 1h20, vous allez payer le même tarif. Que vous vous appelez Christopher Nolan, ou que vous vous appeliez Nouveau Arrivé, c'est mon premier film, personne ne me connaît, vous allez payer le même tarif. Ça n'arrive jamais ailleurs, en fait. Vous avez une star au théâtre, hop, le prix augmente. Vous avez Beyoncé, le prix est bien sûr plus cher. Le cinéma, c'est le seul où vous payez la même chose et vous avez accès à tous les films qu'il y a dans la salle. Et donc, c'est démocratique en ce sens. Et au lieu de voir ces éléments-là, au lieu de voir que c'est le spectacle le moins cher, au lieu de voir que c'est le spectacle le plus démocratique, c'est le spectacle sur lequel les gens râlent le plus. Mais pourquoi ? C'est ça aussi la bonne nouvelle. C'est peut-être parce que c'est le spectacle auquel on est le plus attaché. Qui aime bien, châtie bien, encore une fois. Et c'est aussi parce que, bien sûr, il y a la différence avec le spectacle vivant, c'est qu'on a l'impression que c'est moins inédit, parce qu'on voit le même film partout dans le monde. Alors que quand on va voir Beyoncé, certes, même si elle joue plusieurs concerts, ce sera un concert unique qu'elle a joué à ce moment-là. Donc oui, il y a le côté inédit qui fait peut-être qu'on accepte mieux cette hausse des prix. Mais on passe quand même de hausse énorme, quoi. On parle de plusieurs centaines d'euros pour aller voir Beyoncé. Moi, pour être très honnête, j'ai rien contre les concerts, j'aime bien les concerts, mais je préfère le cinéma. J'avoue que je peux être autant transporté quand je vais voir un film qui me bouleverse, du très grand spectacle ou quelque chose qui est plein d'émotions. Et voilà, je suis ravi d'avoir payé. Bon, maintenant, moi, j'ai pas de tarif réduit, mais un peu plus de 10 euros. Et d'autres préfèrent aller voir Beyoncé à plusieurs centaines d'euros. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, en termes d'intensité, moi, je suis désolé, souvent, ça impressionne les gens. Mais comment tu peux comparer un film avec un concert, mettons, prenez le groupe que vous préférez. Ben non, moi, je suis désolé, je pense pas être le seul. Je préfère. Voilà, moi je préfère sortir, voir un film de Christopher Nolan que j'aime beaucoup. Interstellar, pour moi, ça vaut... voilà, je l'ai vu en salle. Et bien en salle, pour moi, ça fait partie des moments mémorables de mes sorties de spectacle. Voilà, comme d'autres, ce sera un concert. Donc ça, c'est quand même important toujours de le rappeler. Ça ne veut pas dire que notre impression n'est pas importante. Et c'est important aussi de se dire, bon, pourquoi les gens continuent à se dire, ah, c'est trop cher, c'est embêtant. Mais il faut rappeler aussi que la gratuité, par exemple, si les salles de cinéma étaient gratuites, mais je ne suis pas sûr que ça résoudrait non plus le problème. Je vous prends un exemple concret. On a des études qui ont été faites. En Angleterre, les musées sont gratuits. Tous les musées publics sont gratuits en Angleterre. Les Anglais ne vont pas plus au musée que nous, alors que nous, c'est payant. Le musée de la Cour de Metz, il était payant avant le Covid. Pendant le Covid, ils ont expérimenté l'après-Covid, ils ont dit gratuit. Ils ont dit, finalement, ils ont annoncé, Metz Métropole a dit, on va rester gratuit. Voilà, désormais, le musée de la Cour d'Or est gratuit. Vous croyez que la fréquentation a explosé ? Non. Ce sont les habitués qui sont contents parce qu'ils n'ont plus à payer. Et il est possible que ce soit la même chose pour le cinéma. Si demain le club est gratuit, il est possible que vous aurez toujours les mêmes, avec peut-être quelques petits curieux en plus, mais qui seront trop contents parce qu'ils n'auront plus à payer le club alors qu'ils y allaient déjà et qu'ils y dépensaient déjà de l'argent.
Voilà, donc la question de la gratuité, je ne dis pas qu'elle n'est pas dissuasive pour les jeunes, parce que la notion de prix psychologique, elle a un effet concret. Hein. C'est-à-dire que si on dit « ah, c'est trop cher », ben, on peut ne pas y aller. Voilà. Mais c'est important quand même de rappeler des éléments factuels. Après, sur la question pourquoi les jeunes ne vont pas vers ce cinéma-là, enfin, moi je rappelle toujours quand même, c'est de quels jeunes on parle. Si on parle de jeunes, allez, 18-19 ans, moi je suis enseignant en cinéma, donc c'est quand même censé être un truc un peu culture plus, etc. À 18-19 ans, je n'allais absolument pas voir des films à réessayer. Ça, si, quand j'y allais, c'est mes parents qui m'y traînaient et en général, je râlais. C'est ça. Hein. Mais oui, il faut quand même les plus rappeler jeunes, ils sont et demander à n'importe qui, même des grands cinéphiles, même des réalisateurs et des réalisatrices aujourd'hui, prenez la partie. Il y en a qui aiment bien râler, ils font les vieux cons, même quand ils sont pas encore vieux, à dire oui, mais les jeunes, maintenant ils vont voir ça. Demandez-leur, je dis ah, et vous, à 16 ans, vous alliez voir quoi? Ils veulent me faire croire qu'à 16 ans, il allait voir la Palme d'Or, qu'il allait voir le film qui a gagné la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Non, mais il faut pas déconner. À part une toute petite minorité, mais de gens ultra cultivés, avec des parents et en général des proches qui amènent, etc. D'accord, mais c'est pas ce qu'on va voir à cet âge-là, en fait. Donc comment on peut demander aussi des choses que nous, on ne faisait pas nous-mêmes, alors qu'on est, comme le dit Alexandre, justement, on est dans le cinéma, justement, nous. Et donc, à leurs âges, on le faisait même pas nous-mêmes. Donc, il y a aussi un moment aussi pour découvrir ces films. Il faut rappeler aussi que la plupart des films à réessayer, c'est quand même des films qui sont réalisés en moyenne par des personnes qui ont au minimum une quarantaine d'années. J'ai rien contre les gens qui ont 40 ans. Hein. Je dis juste que les thématiques qui sont abordées, regardez les bandes annonces qu'on a vues. Ben, moi, je peux comprendre aussi que ça parle pas tant que ça aux plus jeunes. Oui. Après, tant mieux, heureusement que le cinéma permet... vous pouvez être touché par quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, un artiste qui habite à l'autre bout du monde, qui ne partage pas forcément les mêmes convictions politiques, religieuses, confessionnelles, ce que vous voulez que vous, et être touché. C'est ça la magie de l'art, en général. Très bien. Bon, mais quand même, il y a quand même une histoire au cinéma. On peut comprendre quand même qu'un couple qui doit avoir bien la trentaine, qui a vécu un attentat, qui ne sait pas comment se reconstruire, ça peut toucher bien sûr des gens qui l'ont vécu, mais d'autres qui ne l'ont pas vécu, surtout jeunes, on peut se dire que vous avez peut-être d'autres choses en tête et vous avez peut-être envie de voir d'autres choses à l'écran. Or, il y a quand même un vieillissement, globalement, depuis des décennies, dans le cinéma français particulièrement, de l'âge des réalisations, des premières réalisations. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des moments dans l'histoire en France où on avait des films réalisés par des gens qui avaient 20 ans en moyenne, enfin 25 ans on va dire. Et je suis désolé, c'est pas la même chose. La Nouvelle Vague, par exemple, c'est littéralement des jeunes qui filment des jeunes. Alors certes, c'était un certain type de jeunes, essentiellement bourgeois et parisiens, d'accord, petite bourgeoisie parisienne, mais si ça touche une jeunesse, on peut peut-être plus le comprendre. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, au même moment, en France, vous aviez des films qui montraient les jeunes aussi. Mais ça marchait beaucoup moins, ça intéressait beaucoup moins les jeunes. Quand les jeunes sont mis à filmer des jeunes, d'un coup, ça a intéressé un peu plus. Et là, il y avait du monde dans les salles. La Nouvelle Vague, ça a été aussi un succès en salle, il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas que du cinéma d'auteur vu par quelques personnes comme ça dans les salles parisiennes. Ça marchait en salle. Donc... ça, il faut quand même aussi rappeler qu'il y a un écart énorme quand même entre une génération et une autre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se connecter. Et la preuve, Christopher Nolan, il n'est pas tout jeune, et moi, il me touche. Bon, voilà. Mais ça aussi, c'est le mystère de l'art, du talent, de beaucoup de choses. Il y a aussi un autre truc qu'il faut tenir compte, c'est que quand vous faites des enquêtes, le Centre national du cinéma en fait, nous, on en a fait une sur les jeunes de 15 à 25 ans dans la région Grand Est, dont on est en train de finaliser la synthèse qui va sortir au mois de juin. Qu'est-ce qu'on apprend? Tout le monde dit la même chose, le cinéma de genre est particulièrement apprécié chez les jeunes. Alors pourquoi on n'a pas plus de cinéma de genre en France, par exemple? On en parlait tout à l'heure un petit peu. Donc il y a aussi, le truc aussi, c'est peut-être tout simplement, s'ils ne viennent pas, c'est que le problème, c'est pas la demande, parce que la demande, elle est là, on l'a dit, les jeunes sont ceux qui vont le plus au cinéma avec les seniors. Donc la demande, elle est là. En fait, les jeunes, aujourd'hui, ils veulent aller au cinéma. Ils le démontrent tous les mois. Voilà, c'est ceux qui vont le plus au cinéma avec les seniors. Donc, s'il n'y a pas de problème du côté de la demande, c'est qu'il y a peut-être un problème du côté de l'offre. Et l'exemple que prenait Alexandre sur les salles à réessayer, c'est un bon exemple. On voit bien que cette rencontre, elle est possible. Quand est-ce qu'elle est possible? Le Visiteur du futur, un film de genre. Voilà, qui vient, comme vous le disiez tout à l'heure, de YouTube, etc. Voilà. Il y a des choses qui se font. Mais je prends un autre exemple, Your Name, ou plutôt, comment il s'appelle? Shuzume. Voilà. C'est clairement, Shuzume, il passe où? Big Jeune, quoi. Ouais. Il passe au club. Ouais. Et ça marche. Et en VO. C'est l'un des films d'animation, des plus gros succès, a priori, de toute l'histoire des films d'animation en France. Il passe dans une salle à réessai. Là, vous allez voir des jeunes dans les salles à réessai, parce qu'ils vont voir des choses qui leur plaisent. Et on ne peut pas dire, toute la presse l'encense, on ne va pas dire c'est du dessin animé, c'est du manga, parce qu'il faut aussi voir que
quand ils se risquent, parce que je dis bien qu'ils prennent un risque, dans une salle à réessai, ils peuvent aussi se retrouver face à un mur de snobisme. C'est pas le cas de toutes les salles, hein. Mais voilà, ils sentent qu'ils sont pas forcément aussi les bienvenus. Il y a aussi un travail à faire du côté de certaines salles, hein, qui les accueillent comme des paillassons, hein. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, un exploitant messin, il n'y a pas si longtemps que ça, qui limite les insultait dans sa gazette. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est la bonne technique de dire vous allez voir de la merde, venez plutôt chez nous. Nous, on monte du beau cinéma. Il ne faut pas déconner, parce que souvent, les films de patrimoine comme ça, qu'on voit dans les grandes listes cinéphiles, Citizen Kane, Autant l'emporte le vent, bon, celui-là, il est plus red flag aujourd'hui. Mais vous voyez, les grands films comme ça, au sens beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, les blockbusters d'avant, même si on n'utilisait pas le terme, mais ils passaient où? Ils passaient dans tout type de salles, avant même que le label AREC existe en France. Voilà, donc voilà, le truc c'est ça, c'est qu'en France aussi, du fait de la construction de notre exploitation, on a une grosse différence entre les salles AREC et les salles non classées AREC. Et donc il y aurait 2 cinémas différents. Mais la preuve, c'est que cette frontière, de plus en plus aujourd'hui, elle s'effrite. Quand vous avez un Christopher Nolan, justement, tu l'as dit très justement, c'est un blockbuster d'auteur, ben, vous le mettez où? Il aurait autant sa place dans une salle non classée que dans une salle classée AREC. Suzume, on se dit, ah ben c'est un dessin animé. Ah ben les dessins animés, c'est pour les multiplex. Ben non. Clairement pas. Il y en a de plus le en film plus, d'horreur, hein, nos cérémonies. Par exemple, Joker, c'était vraiment le film qui jouait entre les deux. En plus, il était à Venise, il a été récompensé à Venise, donc il flirtait un peu avec le public à RSC et tout ça. Mais du coup, c'est ce type de film où là, on va attirer vraiment un public très jeune et tout ça. Mais après, c'est effectivement, comme dit Léo, il y a aussi ce côté un peu mépris en fait sur certains types de films. En fait, c'est qu'importe ce que vous allez voir, ils se valent tous en fait. Donc c'est pas parce que vous allez voir un film d'horreur, genre une série B de films d'horreur en salle et tout, en séance de 22h un samedi, que vous perdez votre temps, que vous allez voir un sous-film. Non, en fait, c'est chacun a aussi une manière de voir les films différentes, en fait. Enfin, il y a des gens qui trouvent leur compte dans des drames, d'autres qui trouvent leur compte dans de l'horreur, dans des comédies. Tu parlais tout à l'heure de la comédie française. Il y a des gens qui adorent ça, en fait, qui vont vraiment au cinéma, genre, voilà, pour rigoler un coup et tout ça, pour passer un bon moment. Et donc, voilà, tous ces films-là, ils se valent, mais effectivement, il y a un peu, enfin, on a tendance à vouloir hiérarchiser les genres, alors qu'en fait, il faut, surtout pas faire ça, quoi. C'est le dernier Oscar, celui qui a tout raflé aux Oscars. Everything Everywhere All at Once. Clairement, il a été distribué n'importe comment en France. Il a été distribué dans les multiplex parce qu'on a voulu le vendre comme un film d'arts martiaux. Et on s'est dit, les arts martiaux, c'est les ados et compagnie, on le met là-bas. Alors qu'en fait, ça a été un fiasco total en salle. S'il était sorti au club, je suis sûr qu'il y aurait eu plus de monde. C'est vraiment ça, c'est le distributeur qui refuse. Le distri a fait, je pense, un peu n'importe quoi sur ce film-là. Mais de manière générale, les studios A24, c'est vraiment, souvent ils tapent à côté en fait. Et c'est vraiment très dommage parce que c'est des films, enfin c'est vraiment un studio indé et tout qui prend une certaine importance et qui pond des films vraiment incroyables. Et c'est la même chose pour les films de Robert Eggers, que ce soit The Lighthouse ou là plus récemment Northman. C'est le film est à la fois vendu comme une espèce de blockbuster historique avec des vikings qui crient et tout et qui assassinent plein de gens, et en même temps une espèce de suresthétisation de la mythologie nordique et tout. Donc le truc se surfe entre les deux. Et là, clairement, c'est des films où on avait un public très jeune, en fait, ou d'étudiants et de jeunes adultes. Et donc, c'est parce que c'est aussi ça qui les intéresse, qu'ils ont envie de voir et tout ça. Donc, ouais, je rejoins complètement Léo là-dessus. Ouais. Voilà, merci pour vos avis chacun. C'était très important pour nous, du coup, d'avoir l'avis de c'est très intéressant de pouvoir en parler comme ça. Comment vous allez au cinéma, quand vous y allez, vous allez voir quoi? Moi, je sais que Antonin est plus blockbuster, elle est plus Saint-Junal-des-Vès et voir les gros films. Moi, je suis plus team club, si on peut dire ça comme ça. Moi, je sais que, par exemple, les films, comme tu dis, Everywhere, le nom est trop long. Moi, c'est un film que j'ai énormément aimé et que dès que, par exemple, il y a des festivals comme Cannes, j'essaie de regarder toute la sélection. Je sais qu'il y a pas beaucoup de gens de mon âge qui le font et je trouve que c'est dommage qu'ils passent à côté de ça. Après, comme tu as dit, il y a le temps d'apprendre, etc. On a toujours du temps, mais c'est intéressant qu'on ait nos deux points de vue. Bien sûr, c'est fait de rencontres aussi, et je pense que c'est des moments. À un moment, il est possible que vous ayez envie d'autre chose. Voilà. Et par exemple, que vous aurez moins envie d'aller voir tel type de film ou vous, et inversement, vous allez vers d'autres choses.
Et ce que disait Alexandre tout à l'heure, moi, on tombe dans un truc, des fois, on peut tomber dans quelque chose, un film qui nous bouleverse, qui peut être un film de patrimoine assez ancien. Et d'un coup, on va avoir envie de voir ce que fait le réalisateur, et on va tirer un fil et d'autres fils, etc. Moi, je vois un truc qui s'opère assez bien sur la question du film de patrimoine, c'est autour du cinéma d'épouvante, qui est vraiment un genre qui est particulièrement apprécié chez les jeunes générations, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les études, et de voir qu'il y a la preuve que on dit souvent, ben voilà, ils ne vont voir que ce qu'on leur met devant les yeux, ils cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, tu as toujours ce discours extrêmement épuisant et ultra stéréotypé sur la jeune génération. Mais en fait, si vous regardez encore une fois les films, les œuvres qui les intéressent, mais ils sont tout à fait capables d'ouverture. La preuve, on a une vraie demande sur le cinéma d'horreur de patrimoine aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont commencé aujourd'hui à 16, 17, 18, 19, 20 ans, qui ne vont voir que des films contemporains. Voilà, ils vont tous les voir, voilà, ok, ça marche très bien. Et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils aiment beaucoup ça. Et bien ils se rendent compte en fait que les films, ils font aussi des clins d'œil à des films plus anciens. Et disent, ah ouais, bon, mais c'est vrai que j'entends beaucoup parler de ce film Halloween, tout le monde en parle beaucoup, je vais peut-être aller le voir, 1978 quand même. Donc, et là, on passe dans le cinéma de patrimoine. Et là, il y a une ouverture, ils vont voir d'autres choses. Voilà. Et en plus, ce même cinéma de patrimoine, c'est, je veux dire, la boucle est bouclée. En 78, quand Halloween sort aux États-Unis, puis ensuite en France, qui va le voir? Ben, c'est surtout des jeunes, en 78, dans des salles miteuses. Et pas des salles à réessai. Aujourd'hui, le film, il est sacré. Ça fait partie des œuvres absolument incontournables de l'histoire du 7e art. Et John Carpenter a une rétrospective à la Cinémathèque française qui lui aurait limite craché au visage en 78 en disant tu rentres pas, quoi. Donc voilà, je veux dire, c'est aussi l'évolution. Et encore une fois, ça montre que la question du goût, elle est extrêmement, c'est vraiment une question aussi de rapport de force et voire même de domination, de savoir qui impose les goûts qui sont justes et qui ne sont pas justes. Et ça, pour le coup, la sociologie en a beaucoup parlé et d'autres, mais c'est vraiment une question de rapport de force. Et il faut laisser de la place à toutes les générations. Et le problème, c'est que là, je crois que plusieurs générations ont du mal à se retrouver. Elles sont dans des lieux très séparés. Il y a un public plus âgé, c'est pas moi qui le dis encore une fois, dans les salles à réessai, et un public plus jeune dans les salles non classées à réessai. Donc, le problème, c'est que parfois, elle a du mal à se réunir. Et c'est la même chose. En dehors du cinéma, on va avoir des seniors qui vont plutôt consulter une presse papier, des revues spécialisées, alors que des jeunes qui vont plutôt aller sur des réseaux sociaux, sur des sites de partage comme YouTube pour aller voir, pour se faire un avis, aller regarder de la critique et pas la lire. Et c'est pas moins bien en fait que la presse écrite. Donc en fait, malheureusement, ces générations ont du mal à se rencontrer, même dans les listes de films. Vous allez voir la liste du Sight and Sound qui sort tous les 10 ans, qui est sorti cette année. Plus de 1000 personnes, des professionnels du cinéma du monde entier qui vous donnent la liste des 100 meilleurs films de tous les temps, etc., avec tout le poids que ça a, élitiste et compagnie, même si j'aime beaucoup cette liste, mais voilà. Et puis à côté, vous avez le top 250 IMDb où tout le monde va voter, vous avez plus de diversité malgré tout. Voilà. Et là, on a l'impression qu'on a des cinéphilies qui ne se rencontrent jamais. C'est un peu dommage. Alors que les lieux de rencontres, ils sont nombreux, que ce soit dans la sphère physique, les salles de cinéma, les festivals, ou dans la sphère virtuelle sur Internet. Donc voilà, au lieu de... Quitte à s'affronter un peu, il ne s'agit pas de faire table rase, il s'agit de se confronter, de s'ouvrir aux cinéphilies respectives, d'un côté comme de l'autre. Ils se rencontrent rapidement dans les séances spéciales, les séances de minuit, les hors-compètes de Cannes, quoi. Enfin, cette année, ils vont présenter le nouveau Indiana Jones et tout ça. Il y a eu Top Gun aussi. Top Gun l'année dernière, voilà, c'est exactement ça. Il faut être honnête, la plupart des festivaliers, ils attendent ces séances-là. Ah bah les Top Gun, ils se sont mis dessus pour avoir des places en fait. Bien sûr. Genre, voilà, c'est vraiment tout le monde avait envie d'y aller. Enfin devant les caméras, ils disent je vais aller voir le dernier film de ce cinéaste bulgare, ça a l'air vachement bien. Voilà, mais eux, ils veulent surtout savoir s'ils vont avoir le ticket pour Indiana Jones. Ils y aident dessus et tout ça. Et je pense que ça va être pareil avec la clôture, avec les Elementary des studios Disney. Enfin, ils reviennent en salle et tout ça, donc c'est. Voilà, c'est un peu toujours rigolo en fait de voir les séances spéciales de Cannes. En fait, c'est les gros blockbusters, mais qu'on met pas en compétition. Il ne faut pas déconner. Ouais, voilà. Bah oui, on mélange pas les torchons et les serviettes. Donc il y a une forme d'hypocrisie. Encore une fois, on le voit bien. Ouais, c'est sûr. À Cannes, on aime bien mettre en disant on est ouvert. On met un film d'animation, on fait du Indiana Jones, on a nos stars tapis rouges, etc. Nickel. Mais après, pas de compète, faut pas déconner. Du coup, voilà. C'est là leur sélection cette année, leur blockbuster, c'est Asteroid City de Wes Anderson, quoi. Enfin, donc du coup, c'est assez rigolo, mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Merci encore pour vos avis. Nous allons maintenant passer au jeu que nous avons préparé. Mais avant, nous allons faire une petite pause. Petite pause pour
pause un peu. Pour Après ce- le gros débat. Pause. Procès. retour dans le coin ciné après cette petite pause. On va enchaîner donc sur le jeu des emojis. Alors le jeu d'emojis, on va donc voir un emoji un par un, donc 4 en tout, et on va devoir trouver le film. On est donc par équipe, donc les invités et les présentateurs. Il y a 7 films au total. On en fera 5 ou 7, on verra. Et on espère qu'on va gagner. Moi, c'est Bonne clair. chance à tous. On ne connaît Bonne chance pas quand du même. tout, On connaît aucun des films, même nous, en tant que présentateurs. Il y a intérêt. Voilà, rien d'autre à expliquer. donc, sinon. c'est parti pour le premier film, On devrait- enfin premier emoji. Mettons là-haut. Tu peux commencer comme ça direct. E.T. Oh, bien joué. Oh, j'ai été giga rapide. Oh. Moi, j'attends le deuxième parce Mais que moi aussi, c'est hyper large en fait. Mais moi aussi, j'attendais le deuxième, c'est quoi?
Je préfère, je sais pas les films. C'est vraiment un jeu pété. Le jeu de mots. Bon, on a déjà un point. Ah, et du coup, non, vous marquez 2 points parce que Deux points. c'était. 2 points parce qu'il y avait deux- C'était c'était le le premier premier. C'est emoji. le premier emoji. Faut être plus rapide. N'importe quoi. Là, Ah oui, d'accord. ah oui, ça, ok. donc ça c'était la réponse. Ok, Ah oui. bien d'accord. Et très bien trouvé les emojis. Oui, bah oui, parce que là, c'est parce qu'il l'a eu, c'est pour ça qu'il. Oh, très très bien trouvé, bravo. Ouais, super. Très bonne idée. Il était une fois dans l'Ouest. Ça peut être n'importe quel Ouest. Non, La t'as grande raison, vas-y, brute et balance. le truand. Django. Le bon, la brute et le truand. Si ça s'allume pas, je pense pas. Oula. Jurassic Park. Jurassic Park, ouais. Ouh. Ouais. Ah oui. Yes. Il était très bien celui-là. On est quand même parti sur un genre complètement différent. Vous aviez 2 emojis. Nul. Ouais, il Ok, était ouais. très bien fait celui-là. Bravo. Ouais. On remercie Eva, Gérard pour les emojis. Voilà, je fais un big up au Takurea sur Insta. J'ai tout retenu. Mais le premier était moins réussi. faudrait le- Le monde de Nemo. La petite sirène. Oh, bah, moi, j'ai aucune idée. On est d'accord, c'est que du film, ça peut pas être de la série. Ouais, c'est- Ok. Ouais. Bon, un crabe, une horloge. Attends, crabe et une horloge. Alors là. Encore une Ouais, horloge. Une horloge, non, ouais. Oh, C'est pas un jour sans fin, sinon ce serait une marmotte, je pense. Ouais, mais- bah ouais. Pardon. Oh, oh, oh. Oula. Alors là, le crabe tambour, Du coup, et quoi, il chante le cara au crabe. Oh, joli. genre le gang des requins, enfin, Ouais, attends, je tous les faire. Pourquoi 2 horloges? Pourquoi Ouais, pas c'est une ça. Pourquoi 2 Ouais. horloges? Voyage que dans le temps, l'œuvre un qui- voyage dans qui le temps avec indique un ça- crabe. Voyage dans le temps avec un crabe, ça me semble évident, oui. Alors là. Où il lui donne un indice au téléphone. L'indice, c'est Ah, heure. C'est quoi? Heure, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. l'heure, d'accord. Lisez C'est l'heure. peut-être un Ah, rébut. lisez l'heure. Ouais, c'est genre. 6h et 8h. Lisez l'heure. Nous aussi. Ça Apparemment, se tu sais peut pas dire, lire De l'heure. 5 à 7. Attends. Ah, oui, Cléo, cinq- de cinq- 5 à 7. cinq- sept. Oh, joli. Ah Ah, je sais pas lire. Pourquoi là, moi ça. je dis de 5 à 7 Non, voilà. de 5 à 7. Je déteste ce film. Ah, c'est pour ça que. Voilà, c'est ça, sinon j'aurais trouvé. Ah, genre, franchement, j'étais pas du tout parti là-dessus. Moi non plus. Mhm. Intéressant. Il est content. Ouais. Joker. La grande bouffe. Pas du tout. Un type qui rit, qui mange. Le dîner de con. Oh Ah oui, le truc du boomerang. Ouais, au début. Tu sais, il y a un passionné qui Ah oui, qui oui. ramène sa collection de boomerangs. Ah, bravo. Franchement, Ouais, il n'était pas du tout joli. évident. Hein. Je suis fier de moi. là. On est nuls. On est nuls. Ah, il est vraiment super ce film. J'ai J'ai ce pas que- du Ouais, tout la ref. Marlène, sa sœur, j'aime bien. Psychose. Scream. Non, très très fort. On m'a eu sur Steam, je suis très triste là. J'ai mon petit pins. Ah. Oh. J'ai fait la même tête. Est-ce que tu leur as compté le point aux invités? Au cas où. Parce que je suis pas sûr. Il n'y a pas la fiche qui. Voilà. Ah non. Ah, Joli, ouais. mince. Suivant. Je suis chaud pour le prochain. Là. Ouais, Allez-y. question de rapidité. Balancez le premier emoji. Ouais, Je suis il va chaud pour le passer. prochain. Là. Pour l'instant, on a égalité, je suis contente. Ouais. On a des points. Ouais, c'est bien. On va le prochain. On se débrouille. Princesse Mononoke. Je l'ai senti bien là. Ouais. Allez, c'est top ça. 2 points faciles.
concentré. Ouais, c'est la compétition là. Ouais, vraiment, ouais. Flash. Flash, ouais. Buzz l'éclair, Toy Story. On dit plus rien. Cars. Thor. Oui, voilà, Thor. Oui. C'est un fromage ou une lune déjà? Je sais pas. Le Méliès, je sais plus. Ah, le voyage dans la Lune. Ouais. Je vois pas l'éclair. T'as toute la Lune, je vois qu'ils ont ouvert. Interstellar. Quoi? Danse avec les loups. Loup éclair. Sous la Lune. Je suis sûr que pour eux, à la régie, ça va être totalement évident. Ouais, c'est genre vraiment obvious de ouf et. Oh là là. On a de la magie. ça. Harry Potter, Twilight. s'il y a une baguette. Ah, on dit continue. Ah, c'est Harry Potter, mais le combien? Prisonnier d'Azkaban. Voilà. Bien joué. C'est Bien le joué, meilleur. bien joué. le meilleur. On est Ça d'accord, arrive c'est de clairement faire. le meilleur Cuarón, et de loin. voilà, au sommet. Tout à fait. C'est On est exactement d'accord. pourquoi Eva l'a mis en plus. Bravo, magnifique. T'as ça, nickel. Faut pas qu'on perde. C'est fini? C'est fini, très bien. Donc, On a Allez. perdu quoi? voilà, c'est le jeu. Donc, Je voilà, pense que c'est on a peut-être perdu. grâce à Princesse Mononoke. Je sais pas si vous avez laissé le Oui. point pour celui-là, mais Donc, c'était un peu un braquage. Princesse hein, Mononoke a été un tournant dans le truc. Vraiment. moi, je suis content. Ouais, On a ouais. bien Vous avez bien trouvé, fait, j'aurais- Miguel. Bravo, Bah, bravo, je franchement, suis bravo. toujours pas remis de Cléo de 5 à Oui, 7, bah oui. vraiment On va pas compter les points. Ouais. c'était bien joué. Donc, J'aurais pu avoir un petit point pour 2, 5 à 7. Moi, je trouve. Moi, je trouve. Moi je dis bravo à tout le monde. Ouais. Félicitations. On Félicitations. refera peut-être le jeu pour des autres émissions, à voir. Est-ce que ça a plu? Ah, Oui, c'est c'était cool. bien. Franchement, c'était très bien. Du coup, est-ce qu'on a le temps pour les suggestions? Mais suggestion, il faut deux émojis d'un coup. Parce que le premier, ça en part trop dans tous les sens. Deux émojis d'un 2 coup. émojis d'un Alors, coup. donc, Et après 3. Et après 4. 4. on retient pour la prochaine fois. Suggestion. Donc, voilà, c'est ce qu'il m'a fait. Si jamais vous voulez aussi participer, vous voulez faire des petits tests avec des émojis comme ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tout ça, et on vous expliquera comment faire. C'est pas bien compliqué. Donc voilà, Oui. Du coup, on va passer aux suggestions si Allons-y. très tout le rapidement. monde est ready. Est-ce que l'un d'entre vous a une suggestion vraiment qu'il a envie de parler Là, comme ça, quoi. Dans toute l'histoire du cinéma. Nous, Ouais. nous, on a déjà nos Alexandre, je suggestions t'en prie. prêtes. Vas-y. Nous, on a déjà préparé nos suggestions, donc c'est au cas où. Allez-y, Ah bah oui, allez-y, lancez-y comme en ça, on va une, réfléchir. ça nous donnera Vas-y. des idées. Ouais, Vas-y. vas-y. On Je commence par commence ta droite. parce que bon, ouais, j'ai la moins bonne aussi, mais donc Je donc, lui ai dit, voilà. c'est mal noté sur Sens Critique. T'es sûr de vouloir prendre ce film? Donc, bon, j'ai un style très particulier, l'humour français, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et moi, en fait, je suggère un petit peu Bis, parce que je trouve que c'est un film très très bien. Bis, qui a été réalisé par Dominique Farrugia, avec Franck Dubosc et Cadmerade. Bis. Je vois, moi non plus, je vois pas. Mais non, vas-y. Je prends note. Hein, Donc c'est bien, ça veut dire qu'il n'est pas forcément connu. Ouais. Avec Cadmerade et. Et Franck Dubosc. Je crois que j'ai pas Ah ouais, noté. d'accord. Et donc c'est un film où il y a... C'est de quelle année C'est 2018, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, ok, je vois. Non, je cherchais un truc plus vieux que. Ah, oui, non, d'accord. c'est- ok. c'est Ah, ok, assez ok, récent. ok. Et en fait, c'est un film dans lequel deux adultes en fait, mènent leur vie d'adulte Mhm. et ils ne sont pas contents de leur vie et ils souhaiteraient échanger de vie. Et en fait, Ils sont transposés avant, avec ouais. un accident, ils retombent Ah dans l'adolescence oui, ça y est, je vois. et ils veulent changer de vie. Du coup, et chacun prend la vie de l'autre, sauf qu'il y a des embrouilles, il y a plein d'événements qui font en sorte que ça se passe pas très bien, et c'est à mourir de rire tout le long. Moi, j'ai beaucoup rigolé, et donc voilà, et c'est tout ce qu'il y a dans ce film, c'est vraiment de l'humour. Ah non, mais pourquoi pas Ah ouais, voilà. je garde la tête. Je l'ai vu passer, mais je Ouais, l'ai ouais, pareil. jamais vu. Et donc, ouais, ok. Que je fasse à la mienne? Vas-y. Donc moi, ma suggestion, ça sera Grave de Julia Ducournau, son premier long métrage après Junior. Donc moi, c'est un film français déjà réalisé par une femme. Donc pour moi, c'est vraiment un film important et c'est aussi un cinéma en plus d'horreur, donc un cinéma de genre. Et moi, c'est un film qui m'a particulièrement parlé. Je l'ai découvert sur Netflix au moment où il y était. Et je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire ça en France et ça m'a interpellée énormément. C'est vraiment un film qui pour moi est dans mon top 10 tous les films confondus maintenant. Je suis très contente de pouvoir le partager et surtout le faire découvrir au plus de personnes parce que pour moi c'est un film qui peut toucher le plus grand nombre,
qui n'est pas forcément fermé à un public plus film d'auteur, etc. Et je conseille aussi donc Titane, qui est son second long métrage, qui a reçu donc la Palme d'Or à Cannes. Je ne sais plus quelle année, je ne vais pas dire des bêtises. Pour moi, Julia Ducournau, c'est une des réalisatrices qui m'inspire le plus et ce qui m'a fait aimer le cinéma vraiment. Et j'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire ensuite. Donc voilà. Genre, c'est vraiment très très bien. Les deux, c'est assez différent. Peut-être prévenir que les gens qui vont regarder Grave, accrochez-vous. Accrochez-vous quand même. Ouais, faut avoir les nerfs bien solides. C'est un peu glauque, mais c'est très très bien. Elle aime bien choquer son public, vraiment sortir de la zone de confort. Et moi, c'est ce qui m'a énormément plu dans tous ces films. La grande sœur dans Grave, de l'héroïne, je suis tombé sur elle par hasard dans une série américaine, Tokyo Vice, qui se passe dans le monde des Yakuza. La série de Michael Mann, là, qui est sur Canal+ en ce moment. Voilà, je me suis fait la remarque, du coup, c'est la grande sœur dans Grave, elle se retrouve dans une production américaine à Tokyo. Voilà, je vais faire la parenthèse. Je suggère la série et Tokyo Vice. Voilà. Moi, je change un peu de genre. Là, récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film coréen qui s'appelle About Kim So-hee, qu'on avait parlé en off tout à l'heure un petit peu. Et en gros, c'est tiré d'un fait divers en fait, qui s'est passé en Corée du Sud, où vous suivez en fait une lycéenne en fait, qui cherche un stage de fin de troisième, quoi. Et elle est envoyée par son prof dans une société télécom où elle va devoir faire du démarchage téléphonique en fait. Donc vraiment le pire job ever. En plus, c'est une gamine, hein, donc elle est au lycée et tout ça. Et elle va se retrouver à découvrir malgré elle les engrenages en fait de cette boîte où en fait tout est calculé, tout est chiffré. Il y a un classement qui est permanent en fait. Elles sont toutes mises en concurrence l'une contre les autres. Et en plus la particularité c'est que des femmes en fait qui bossent dans ces boîtes là. Et il va se passer un drame autour de cette gamine et c'est hyper intéressant. Alors ça fait froid dans le dos parce que c'est vraiment un système ultra toxique. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui existent et qui existent chez nous, peut-être pas de manière aussi abusive que comme on peut le voir dans le film en Corée, notamment sur les questions du droit du travail. Mais c'est hyper intéressant. Le film est vraiment très chouette. Donc allez-y, c'est très très bien. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Non, il y a tellement de choses, je sais pas. Si peut-être, pour peut-être dans le cinéma d'épouvante, comme on en a pas mal parlé, et que c'est un genre qui est très identifié par, j'imagine, ceux et celles qui vont nous regarder. Moi, je recommanderais un des films d'horreur qui m'a vraiment fait le plus flipper ces dernières années, c'est It Follows, de David Robert Mitchell, qui est quand même un peu connu finalement, mais il n'a pas fait beaucoup de films. Mais il est un peu de cette génération comme ça, des nouveaux réals américains qui vont un peu sur l'horreur comme Robert Eggers, avec The Witch, etc. Under the Silver Lake. Et c'est lui qui a fait Under the Silver Lake, qui s'éloigne un peu de l'horreur, mais avec quelques passages qui sont de l'horreur. Mais pour le coup, il a été repéré avec It Follows. Il a fait trois longs métrages, je crois. Et voilà, et It Follows, je peux pas en dire trop sur l'histoire, mais là, justement, c'est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure, où je pense qu'on peut parler ceux qui aiment bien parler de cinéma d'auteur, moi j'avoue, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais si tant est qu'on puisse parler de cinéma d'auteur, ça c'est du cinéma d'auteur qui s'assume comme un film d'horreur, voilà. Et c'est frais, c'est original, le film date maintenant un petit peu, hein, il a pas 10 ans quand même, mais il date un petit peu. Et c'est vraiment génial. Moi, j'ai trouvé ça terrifiant. Je pense quand même que ça fonctionne quand même chez beaucoup de monde en général. Puis en même temps, c'est une leçon de mise en scène sur le travail, sur l'arrière-plan, sur le champ, etc. Et c'est vraiment génial. Et puis c'est un film aussi qui cite des références intéressantes comme La Féline de Jacques Tourneur, etc. Enfin, c'est vraiment un film effrayant, mais de la plus belle des manières, quoi. Voilà. Donc je recommanderais It Follows. J'ai envie de le revoir. Tiens. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci énormément à vous d'être venu ce soir. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Nous sommes très contents d'avoir pu vous avoir, parce que franchement, on ne pensait pas réussir à faire autant pour cette première émission. Donc voilà, merci à vous merci ceux qui regardent. Voilà, de nous avoir dans une semaine. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Nous donner vos avis sur l'émission. Parce que si vous dites que c'est nul, on arrêtera. Mais on espère pouvoir continuer, c'était quand même cool. Voilà, exactement. Voilà.
Et donc Je voilà. pense que c'est une fin d'émission. Voilà. On se dit à peut-être plus tard.